OK, bon, rapidement, en 30 minutes, on va finir la leçon 2 qui porte sur les différents types de données, puis les outils de web mapping. Comme c'est la théorie, on va présenter rapidement les outils qui existent sur le marché ou bien Internet qu'on peut utiliser facilement pour faire du web mapping. Ici, il s'agira de présenter les données et puis les types de cartes que le web mapping peut fournir en fonction des différents types de web mapping qu'on a vu tout à l'heure. Web mapping statique, bien dynamique, bien. Maintenant, quels sont les outils côté client, côté serveur qui existent et puis quelles sont les principales fonctionnalités? C'est juste ça. Alors, donc, le format de données en un. Ensuite, les types de cartes qu'on va produire dans le web mapping. Et puis, les outils côté serveur, côté client, et quelques fonctionnalités en 4. OK, donc, au regard de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, vous savez que toutes les données pertinentes qui existent et qui sont géoréférencées, qui sont géospatiales, qu'on peut utiliser dans une thématique donnée, tout à fait référence aux données spatialement réparties, peut utiliser ces données-là dans un web mapping. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, tous ces domaines, toutes ces thématiques, ils nécessitent qu'on utilise des données géospatiales. Ces données-là peuvent être utilisées et traitées par un système de web mapping. Maintenant, peut-être que je vais vous poser une question pour savoir si vous connaissez une donnée qui est géoréférencée et qui ne peut pas être utilisée dans un système de gestion de web mapping. Il n'y en a pas, hein? OK. Bon. Pour vous dire que, en tout cas, toutes les données qui existent sont reparties dans l'espace pour être utilisées par un système web mapping. Maintenant, les services. Quand on dit service de web mapping, par exemple, vous avez des besoins, et vous avez besoin de mes services. Donc, vous m'adressez vos demandes, puis moi, je vous rends le service. Donc, c'est ce qu'on va appeler ici. Et là, c'est la structure, l'OGC, qui va essayer de régler tout ça, de définir toutes les normes en matière de définition de services. En tout cas, dans le domaine des systèmes d'information géographique, comment faire en sorte que les données soient, qu'on ait la notion d'interopérabilité entre les données, entre les services, sous quel format il faut fournir tel type de données, sous quel format il faut fournir tel type de données. D'accord? Donc, voici un peu les services que l'OGC a permis de bien réglementer dans le domaine de la géomatique en général et dans le domaine des web mapping en particulier. Donc, on parle souvent de WMS. Ça, c'est lorsqu'il s'agit de diffuser des données, images. WFS, des données vecteurs. WCS, des couches d'informations, données, images avec des informations détaillées de pixels. Les WPS, c'est la possibilité de pouvoir travailler sur un logiciel par des commandes de traitement à distance en utilisant Internet. Et puis, CSW, la notion de stockage et de catalogage des informations via le web.
C'est bon? Bon, j'ai mis des trucs ici en détail. On ne va pas trop s'attarder dessus. Vous connaissez les images raster. Vous connaissez ce que c'est que cette image. Comme ce que Madame est en train de dire. Quand vous faites une image, vous concevez une carte et puis vous, vous produisez une carte format raster. Ça peut être en BMP, ça peut être en JPEG, ça peut être en PNG, TIFF et autres. D'accord, non? Donc, vous délivrez ce service-là. Le service WMS se charge de ça. Et vous voyez que si une application délivre des services WMS, la carte qui est produite, vous avez du mal à modifier ça. Vous ne pouvez pas modifier ça. Oui. Okay. Oui, on peut le dire. Oui, en format raster, le service WMS qui est en raster, c'est-à-dire que le produit que vous allez diffuser ça sous forme d'image BMP. Image en format BMP, JPEG, TIFF et autres. En ce moment, celui qui reçoit ne peut pas modifier quelque chose. D'accord, non? Il ne peut pas modifier quelque chose. Il n'y a pas d'interactivité entre vous et l'image qui est là. Maintenant, le modèle WFS, ça c'est un service de diffusion des objets vectoriels. Les shapefiles et autres. D'accord, non? Là, vous avez des couches. Vous pouvez modifier ces couches-là. Vous pouvez faire enlever une couche, placer une autre couche, ainsi de suite. Si le service vous est accordé vous permet d'accéder à plusieurs couches, alors vous pouvez sélectionner les couches dont vous avez besoin pour réaliser votre carte. En ce moment, vous pouvez faire vous avez une plus grande flexibilité, c'est-à-dire que vous pouvez interagir avec la carte et puis faire afficher selon vos besoins. Là, maintenant, c'est pourquoi c'est marqué quelque part là, il appartient au client de décider quoi faire. C'est que les couches d'information sont fournies. Le client lui-même, il essaie de voir en fonction de son aspiration les différentes couches qu'il veut faire apparaître comme dans sa couche, dans sa carte. En ce moment, lui-même peut choisir les styles et faire afficher les éléments comme il veut. Ensuite, bon, les services de diffusion des images, ça, ici, généralement, ça, c'est pour les images de télédétection avec des tables d'activité derrière qu'on ne peut pas modifier. Et là, comme je l'ai dit, WPS, c'est le service pour le traitement des données à distance. Vous prenez les commandes d'un logiciel, par exemple, à distance, et puis vous rédigez des codes, des algorithmes de traitement à distance qui permettent de faire ce genre de traitement. Maintenant, il y a d'autres services ici, comme le catalogage de l'information, des métadonnées et autres en ligne. Alors, donc, ça, c'était les services, les standards de l'OGC en matière de diffusion de données via le web. Il y a quelques formats de données qui sont utilisés dans le système, dans le web mapping. Il y a des formats de données vecteurs. Oui. Oui, bonjour. On a fini même. Donc, attendez juste 5 minutes. On a fini. Hein? S'il vous plaît, on a fini. Ok, rapidement, finir rapidement. Bon, ces genres de formats, vous les avez déjà rencontrés, hein? JSON, KML, ainsi de suite. Vous avez déjà vu ça, hein? Les shapefiles et autres là. Ok, ce sont des données, des données, des standards de l'OGC qu'on peut utiliser aussi dans le web mapping. Ici, par exemple, le SLD, on va beaucoup utiliser ça.
parce que c'est en format SLD que nous allons faire le style de nos différentes couches et les appliquer de nos couches dans GeoServer. Avec UDIG, on peut générer ça facilement, mais aussi avec UGIS, on peut générer ça facilement. C'est un fichier format XML, configuration XML, qui vous permet qui traduit le style que vous donnez à vos couches. Par exemple, une couche de réseau hydro, quelle est la couleur que vous donnez au coup d'eau, quelle est l'épaisseur, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, il y a un fichier XML qui va être... Hein? Quoi ça? Non, non. Non, non. Ici, c'est le style qu'on donne à des vecteurs. Par exemple, un point rouge, là, il y a un style qui va décrire ça. Le point, là, sa taille et puis la couleur. D'accord? Donc, ça, c'est les styles. Ensuite, il y a des formats SVG. Celui-là, également, permet de décrire des informations au niveau sur les couches. Et ici même, on va pouvoir générer des formats géométriques plus complexes avec ce type de format -là. Le format SVG. Bon, quand on va arriver au niveau de l'application, on va revenir un peu dans le détail sur ces choses. Ici, par exemple, vous voyez un code XML qui traduit l'image qui est à droite, là. C'est marqué image correspondante. Donc, l'image correspondante qui est ici, le code qui permet de traduire ça, c'est ce qui est de l'autre côté. Vous voyez un peu la ligne, comment on appelle ça? C'est quelle couleur ça? C'est le rouge. D'abord, dans le code ici, on voit le rectangle. D'accord? On voit les coordonnées des points de départ. D'accord? Et puis, on voit les dimensions des côtés. On voit ici un peu le point de départ et puis les dimensions côté des trois dimensions. Ensuite, la couleur. Là aussi, vous voyez les XY de départ, les XY de la fin ou la ligne qui est là, et puis la couleur, ainsi de suite. Bon. Ça, je pense qu'avec Emmanuel, dans la programmation, vous avez beaucoup vu ça. Quoi? Bon, maintenant, il y a un de mes doctorants qui va venir vous faire le coup de camp. Est-ce qu'il y a des gars de acting ici? Ok. Ils vont continuer dans ce sens-là. Ok. Bon, rapidement. Quoi ça? Allons-y, allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Ok, voyons rapidement les différents types de cartes. Bon, ici, on ne va pas tarder. Hein. Ici, vraiment, on ne va pas trop faire des commentaires. Hein. Voilà, par exemple, une carte statique. Cette carte, c'est le produit de plusieurs traitements qui ont abouti à la réalisation de cette carte avec la légende qui est à côté. Quand vous accédez à une telle carte via Internet, la carte a été produite et diffusée sur Internet. Peut-être par une application, je ne sais quoi. Mais cette carte-là, vous ne pouvez pas faire quelque chose dessus. C'est un format, c'est raster, vous ne pouvez pas changer quelque chose dessus. Généralement, même, souvent les gens scannent et puis placent là. Ou bien ils font des traitements sur GIS, ils exportent les cartes, puis ils viennent mettre ça ici comme chose. Et la carte que vous exportez, c'est une carte raster. Donc, en ce moment, on ne peut rien changer. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'interactivité. Maintenant,
Maintenant, la carte créée dynamiquement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure là. Lorsque vous avez une carte et puis vous faites une application dessus, vous avez une requête dessus, genre un zoom, vous vous déplacez. Quand vous êtes sur la carte peut-être d'Abidjan et puis vous déplacez, toutes les informations qui étaient là ne répondent plus à la requête, puisque vous voulez qu'on déplace la carte. Donc, on va déplacer, Abidjan va partir de ce côté et tout ce qui est peut-être Bassam va venir s'afficher. En ce moment, c'est une nouvelle demande qui est exécutée et puis on a une nouvelle carte qui s'affiche. Ça, c'est une carte créée dynamiquement. Une carte distribuée, généralement, là, on fait appel à plusieurs serveurs de données. On prend peut-être une grille de données ici, comme l'exemple qui est là. On prend une grille de données ici, on prend des données là, et puis les deux serveurs apportent les informations au serveur qui fait la requête, et puis on les met ensemble, les afficher. Donc ici, une carte distribuée, c'est une carte qui est issue des requêtes adressées à plusieurs serveurs de données. Maintenant, il y a des cartes animées. Généralement, quand on fait les services météo, on voit que la carte est animée. Mais souvent même sur des pages Internet ou des applications, on voit aussi qu'il y a des pages animées. Ça veut dire qu'il y a des informations qui ont été récupérées à plusieurs niveaux et on fait une animation avec ça et qu'on intègre dans la page HTML de la ressource Internet. Excusez-moi. Il y a des formats qui permettent de faire ça. Adobe Flash, bien même WBS qu'on a, les SVG qu'on avait tout à l'heure. Là, c'est appuyé par des petits scripts écrits en Java qui permettent de faire ça. Maintenant, il y a les cartes en temps réel. Là, en ce moment, vous avez des collecteurs, des stations de collecte de données sur le terrain qui vous apportent en temps réel des informations. Là, il y a un réseau dense même qui existe sur le terrain et qui apporte à chaque instant des informations. Et ces informations-là sont traitées et harmonisées à partir d'un serveur et puis placées dans l'application. En ce moment, tout ce qui se passe sur le terrain, telle l'évolution de tel paramètre, vous les avez directement ici. Ça va demander un investissement assez lourd. Généralement, les cartes météo, quand il y a des cyclones, des typhons et autres, les gens suivent ça en direct. Ils voient l'évolution de l'œil du cyclone parce qu'il y a des satellites qui apportent les informations et tout ça est traité. On vous dit que, bon, vu la direction de l'œil du cyclone, vu la vitesse, ça va arriver à tel niveau, à telle heure, ainsi de suite. On prend des discussions. Mais il y a des cartes personnalisées. C'est ce que je disais tout à l'heure. En ce moment, vous prenez la donnée et vous mettez le style que vous voulez en modifiant le fichier SLD. Donc, à partir de là, vous-même, vous réalisez la carte que vous voulez en fonction de votre aspiration, en fonction de la thématique que vous voulez, que vous avez abordée, puis selon votre comment ça. Parce que je me rappelle quand on faisait les trucs ici, les présentations des travaux, des gens qui font des cartes, c'est pas joli à voir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous avez fait la sémiologie graphique ici, non? La carte doit pouvoir exprimer quelque chose en fonction des couleurs que vous utilisez, en fonction des styles que vous utilisez. La carte doit être jolie à voir et puis doit pouvoir véhiculer le message que vous voulez qu'elle véhicule. D'accord, non? Bon, maintenant, quand vous utilisez des couleurs pas trop trucs, il faut avoir quand même un peu d'esthétique dans ce qu'on fait. Donc, dans la carte personnalisée, vous allez réaliser votre carte selon votre
en suivant naturellement les règles générales des choses, quoi, la sémantique, de la sémiologie graphique, je veux dire. Bon, ici, par exemple, les 4 réutilisables, ça, c'est généralement les 4 faites par les applications. Vous avez plusieurs couches d'informations où vous pouvez afficher les couches que vous voulez, vous pouvez faire des zooms que vous voulez, vous pouvez vous connecter à une base de données, télécharger d'autres. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les 4 réutilisables. Ces couches d'informations sont déjà conçues et prédisposées dans l'application. Vous pouvez les afficher, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les enlever, vous pouvez faire des zooms et en ce moment, vous pouvez réaliser la casse avec l'échelle que vous voulez, avec les couches d'informations que vous voulez. Et avec les 4 utilisables, vous pouvez vous connecter à plusieurs bases de données qui existent et récupérer les couches de données qui existent déjà. Une carte interactive, c'est simplement une carte que vous pouvez cliquer dessus, peut-être par exemple le polygone qui est là, peut-être faire un clic droit et puis il va vous apporter les informations relatives à la table attributée qui accompagne ça. Ensuite, il y a les cartes analytiques. Ici, ça va un peu plus dans ce qu'on appelle le web SIG. Là, en ce moment, toutes les fonctionnalités des systèmes d'information géographique, il va même au-delà de l'affichage, de l'analyse des images, mais l'analyse des graphiques, des données, des tableaux, et ainsi de suite. On peut les utiliser, les utiliser dans ce domaine qu'on va appeler ici les cartes analytiques, s'appuyant donc sur et l'analyse des images et tout ce qui va avec, que ce soit les tables attributaires et autres, en tout cas, tout le système d'information géographique dans toute sa globalité déployé en ligne. Maintenant, il y a les atlas. Tout le monde sait ce qu'on appelle atlas en ligne. Les cartes, en général, en ligne au grand public, donnent des informations sur... Ça, avant Internet, c'était des documents physiques, des atlas qu'on pouvait exploiter comme ça et puis voir avec les cartes qui accompagnent les Michelin. Voir, voilà. Mais maintenant, tout ça est déployé en ligne. Ça aussi, c'est du web mapping. C'est des services, quoi. Vous faites tout ça en ligne, puis vous pouvez connecter via Internet pour avoir les informations. Maintenant, il y a les cartes établies en collaboration. C'est ce qu'on voit généralement les trucs de OpenStreetMap. Un groupe de personnes se mettent ensemble et puis essaient de réaliser une carte. Et puis, ils font appel à d'autres personnes et chacun apporte son grain de sel. Par exemple, une communauté ici en Côte d'Ivoire va essayer d'apporter des informations d'enrichir la carte en apportant des informations réelles de la Côte d'Ivoire pour apporter plus. Voici un peu les différents types de cartes qu'on peut avoir en matière de web mapping. Donc, toujours est-il que c'est des informations géoréférencées, géospatiales qui sont diffusées, qui sont traitées, qui sont manipulées et diffusées via le réseau. Bon. Oui, bon. Quand on dit par exemple web mapping, on dit bon, le fait d'imprimer une carte sur Internet, c'est-à-dire qu'à partir d'une application web, d'une application de diffusion des données, vous avez connecté à cette application-là et vous avez téléchargé une image. Bien, lorsque l'application vous permet d'avoir plusieurs couches, vous utilisez les couches que vous voulez et puis vous imprimez votre carte. Ou alors, si c'est une page dynamique, vous faites le zoom avec beaucoup plus d'informations là, vous imprimez ça. Tout ça, c'est du web mapping. Mais ce n'est pas si dans sa complexité. Un sigle, ça va renfermer tout ce qui est collecte de données, ça va renfermer la base de données même, ça va renfermer tout ce qui est traitement de données, ça va
selon la thématique en question. Et puis, ça va présenter aussi les aspects de diffusion, de restitution, de traitement, ainsi de suite, de diffusion. Donc, c'est tout ça là, tout ce qui est SIG. Maintenant, analyse même statistique des données. Tout ça, c'est dedans. Alors que ça, quand on définissait le SIG, le web mapping, très simplement, on ne dit pas que le web mapping, c'est tout ça. Mais lorsque tout ce qui est en cours le SIG, tout ça est déployé en ligne, on parle en ce moment maintenant du web, du SIG, web SIG. Sinon, imprimer seulement un truc ou bien faire un zoom, ce n'est pas un SIG. C'est une cartographie en ligne, mais ce n'est pas un système d'information géographique. Le système d'information, ça rejoint beaucoup de choses. Oui, c'est encore un peu flou. Non, après c'est flou. Je voulais voir la limite de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire à quel moment on parle de web site et à quel moment on tombe dans le web mapping. Techniquement parlant. Oui, le web mapping, généralement, c'est lorsque on fait des cartes et destinées à une diffusion via le réseau Internet. Mais généralement, comme je disais là, en fonction de ta spécialité, toi, tu sais comment tu fais tes traitements là-bas. Alors que les traitements font partie des SIG. D'accord? Mais le traitement, il est fait selon tes outils, avec tes outils, selon tes méthodes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comment utiliser ces données via Internet, comment les mettre ensemble dans une base de données, comment les diffuser. C'est ça le web mapping, la cartographie en ligne. Maintenant, lorsque on parle de système d'information géographique même, le web SIG, c'est-à-dire que toutes les composantes même du système d'information géographique sont déployées en ligne avec, en plus, la restitution des images, l'analyse statistique qui accompagne, les traitements subsidiaires qui accompagnent, tout ça, on va aller plus qu'une simple cartographie. C'est-à-dire, la simple cartographie, là, on a 2 ou 3 couches, on les affiche, on les publie en ligne. Là, c'est le web mapping. Donc, on peut dire que le web mapping est c'est mon système système d'expérience de la projet. C'est ça. On utilise le web mapping à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que vous pouvez faire une application qui prédispose toutes les cartes produites dans le web SIG. Voilà, tout ce que vous avez généré à partir du SIG là-bas, comme couche d'information, vous les appelez ici. Et maintenant, via Internet, quelqu'un d'autre peut être là-bas. Lui, il a seulement besoin de peut-être 10 couches. Il a besoin peut-être de 3 ou 4 couches pour réaliser sa carte. Vous comprenez ce qu'il dit, non? Donc, lui, il se connecte à votre application. Il coche 3 couches qui l'intéressent. Selon les superpositions, il peut déplacer. C'est du web mapping, c'est de la cartographie qu'il a fait en ligne. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, le web SIG, ça va beaucoup plus loin parce que c'est toi-même dans tout ce mécanisme-là qui gère tout ça. Ah, bon, ils sont en train de passer. Bon, peut-être qu'on va revenir après là-dessus. Hein. Bon, 5 minutes, on va finir. Hein. Les solutions, quand on dit solution côté serveur, côté, c'est juste les outils qu'on va utiliser comme client que les outils qu'on va utiliser comme serveur. Non, on dit ici quelques solutions côté client et quelques solutions côté serveur. C'est juste qu'on va parler des plans logiciels
des outils qu'on va utiliser comme étant des clients, ou bien comme étant des serveurs. Donc ici, généralement, comme client, on peut utiliser n'importe quel logiciel SIG. En tout cas, la plupart des logiciels SIG. La plupart des logiciels SIG, comme QGIS ici, comme UDIG, comme ArcGIS, on peut les utiliser comme outils côté client. Mais il y a aussi des navigateurs qu'on peut utiliser côté client. Et là, on a donné l'exemple de Firefox, de Explorer, Internet Explorer, Opera, ainsi de suite, qu'on peut utiliser. Mais il y a aussi les applis, les applications, comme Mapbender qu'on va utiliser. Alors, on propose là quelques logiciels open source qui sont côté client. Voici un peu quelques éléments, quelques listes que j'ai données. Bon, on ne va pas s'attarder sur, comment on appelle ça, QGIS. Hein. Tout le monde sait ce que c'est que QGIS. UDIC, c'est un petit logiciel aussi de SIG qui permet de faire beaucoup de traitements SIG et de produire des cartes de grande qualité. Même du Turban, la même chose. C'est un logiciel SIG. Avec lui, on peut se connecter à une base de données, puis utiliser ces données pour faire. Donc, on peut l'utiliser comme outil côté client. Même les modules d'édition des cartes de OpenStreetMap. Ces outils-là aussi peuvent être utilisés pour accéder à une base de données comme étant un client. Maintenant, là, vous avez des applications qui vont être des applications côté serveur. Ça, généralement, c'est différentes applications que nous pouvons utiliser. Bon, ici, j'ai cité OpenGeoSuite, Chameleon, MATLAB, ainsi de suite. ArcGIS Server, ce sont des applications qu'on peut utiliser comme étant des applications côté serveur. Bon, là, je ne vais pas s'attarder sur ces choses. Vous allez les lire. Il y a des liens là pour vous indiquer beaucoup plus d'informations. Voilà. Donc ici, par exemple, nous, on allait utiliser GeoServer. Je n'ai pas mentionné ça ici, côté serveur. Maintenant, les outils. Quelles sont les importantes fonctions des outils web mapping? Bon. Au regard de tout ce qu'on a dit depuis ce matin, quelques fonctionnalités, bien quelques fonctions des applications web mapping. Vous avez OpenLayer, là, qui est une application web mapping. Vous avez Reflect, qui est une application web mapping. Mappy, ou bien GeoServer, ou bien Mapbender. Les principales fonctionnalités, j'ai mis ça en rouge ici, afficher sur une page web les données cartographiques. Ça, c'est une fonctionnalité du web mapping. Mais si on fait ça seulement, c'est-à-dire que si on affiche dans une page web les données cartographiques, nous sommes en train de faire du web mapping, mais ce n'est pas du web SIG. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si nous sommes en train d'afficher simplement une couche d'information sur une page web, même si on peut zoomer et avoir plus d'informations bien déplacées, nous sommes en train de faire du web mapping, mais c'est loin d'être web SIG. D'accord? C'est le web SIG, ça va demander toute la complexité de la chaîne de production. D'accord? Maintenant, placer des marqueurs, ici par exemple, OpenLayer peut faire ça, intégrer des données sur plusieurs sources, et puis faire des contrôles avec des zooms, ainsi de suite, cacher des couches, ou bien rendre des couches un peu plus transparentes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est des fonctionnalités que OpenLayer offre.
Bon, voici un peu sa configuration. Vous avez GeoTools aussi qui est un client, une application de web mapping qui fonctionne avec le langage Java. Ici, par exemple, vous voyez qu'on peut définir une interface faciale à l'aide des données. Des puddings, bon, voilà, améliorer, voilà, faire plusieurs couches, de couches. Je pense avec GeoTracker ou bien Google Maps, il y a souvent la possibilité de mettre les fonds de cartes là. Que ce soit une carte simple ou bien une image ou bien le relief, ainsi de suite. Je sais pas si vous... Voilà, donc voilà. Avec ça, on peut changer les images de fond. On peut mettre juste une carte, ou bien une image aérienne, ou bien pas, une vue cadastrale, ainsi de suite. Leaflet. On a voulu utiliser un peu ça cette année, mais bon, peut-être que c'est avec vos frères de l'année prochaine qu'on va, dans le temps, on va aborder ça. La possibilité ici avec Leaflet, c'est de faire des zooms sur des cartes, ajouter des marqueurs et puis faire des légendes sous forme de pop-up. C'est-à-dire que vous déplacez le curseur sur un objet de la carte et puis ça vous donne des informations sur cet objet-là. OK. Bon, voici une configuration un peu, une présentation des Leaflet. Bon, Google Maps, là vous connaissez bien, hein, avec toutes ces fonctionnalités qui sont là, il y a d'autres qui je n'ai pas cité. C'est bon? OK, bon, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Ici, par exemple, là, c'est Mapping Adjas. Ça vous affiche. Ça, généralement, c'est bien pour les localités où, avec beaucoup plus de détails, tu peux faire une recherche par rapport à un lieu précis où tu veux partir. Et puis, il va t'afficher l'itinéraire, il va t'afficher l'adresse précise de la zone, il va t'afficher même des photos de la zone, ainsi de suite. Tout ça, c'est du web mapping. Mais vous voyez qu'en général, toutes ces fonctionnalités-là s'appuient sur des données qui ont été déjà traitées et dont les résultats ont été présentés ici, dans le cadre d'une diffusion ou d'une exploitation par autrui. Donc, c'est tout le système de traitement qui est derrière, on peut considérer comme le website. C'est ça. Depuis la collecte des données, la fusion, c'est ça. Vous voyez que le website, ça demande beaucoup plus. C'est pourquoi, pour les autres, je crois que c'est pourquoi il demandait tout à l'heure aux gens de hacking. Vous allez faire ce qu'on appelle la conception d'un website en spécialité. Ici, je vous présente la cartographie en ligne. Mais en spécialité, après, on va voir ça. Un des étudiants qui va venir faire ça. C'est bon? OK. Bon, donc, on va s'arrêter là. C'est vrai que c'est marqué, il n'y a pas de homework, mais il y a des trucs en ligne là-bas. Hein. D'accord. Il y a des activités, non? OK. Bon, merci bien pour votre attention. Je pense qu'il y a des questions ici en ligne. Sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis reprendre demain à 9 h. Je prie que vous soyez à l'heure. Je prie que vous soyez à l'heure et que vos machines soient, j'allais dire, elles font les toilettes. Non, parce que s'il y a si vous avez la possibilité d'alléger vos machines, ça va nous arranger. Au lieu qu'on clique dessus et puis on attend que ça soit en train de tourner parce que vous allez charger ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Voilà. Donc, essayez de voir ça, de sorte que demain, de 9 h jusqu'à midi, on ait fini l'installation de toute la plateforme qui sera utilisée pour faire le web mapping.
D'accord? En ligne, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là. Hein? Ou bien en ligne, là, ils n'entendent plus.